ça rend trop bien. Salut Clélia, ici Clio, ta muse de l'histoire préférée. Non, pas cette application. Superbe décoration, j'adore. Sais-tu qu'il s'agit d'un tableau de François Boucher qui représente... Ah non mais c'est bon Clio, je sais déjà tout. C'est un tableau qui a été peint en 1739. Il est exposé aujourd'hui au musée du Louvre. Et voilà, puis moi je l'affiche juste parce que je le trouve trop mignon. Regarde, ils déjeunent tous ensemble, c'est trop Détrompe-toi, ce tableau est révolutionnaire. Enfin, plus exactement, il fait la synthèse de bouleversements qui ont eu lieu au XVIIIe siècle dans la société française. Ce tableau-là. Bon Clio, cette fois-ci je démarre pas de zéro puisque je me suis déjà renseignée sur ce tableau. Figure-toi Clio que ce tableau s'appelle le déjeuner, mais qu'en réalité ce terme désigne alors le petit déjeuner. Oui, tu as raison, même si les historiens d'art se sont arrachés les cheveux pour essayer de lire l'heure sur la pendule de ce salon en vain. Et ce tableau, c'est l'œuvre d'un artiste célèbre du XVIIIe siècle qui s'appelle François Boucher. Et comme son nom ne l'indique pas du tout, il est peintre, il est même fils de peintre, et il commence sa carrière dans les années 1720. Boucher fait partie de la prestigieuse Académie royale de peinture, ce qui lui permet de répondre à des commandes des courtisans et du roi himself. Il est surtout connu pour ses tableaux légers et érotiques, et vit déjà confortablement en 1739, au moment où il peint le déjeuner. Alors on ignore pour qui il a peint le déjeuner, donc c'est peut-être par exemple pour la décoration d'un hôtel particulier, mais c'est un mystère. Mais tout ça, ça m'explique pas pourquoi ce tableau montrerait des soi-disant révolutions du XVIIIe siècle. Bon, tu me laisses parler ? Regarde mieux, Boucher représente une famille rassemblée dans le coin d'un salon autour d'une petite table. Le cadre est très resserré. Le sujet du tableau, ce n'est pas la déco, mais bien la famille en train de prendre son petit déjeuner. Boucher a sans doute été influencé par l'art hollandais du siècle précédent, qui aimait bien ce genre de représentation. Oui bon Clio, tu peux venir au fait s'il te plaît ? Mais oui, tiens, regarde, la décoration n'est pas au centre de l'attention, mais elle mérite qu'on s'y arrête. Ah je sais, tu vas nous parler du rococo à la mode au XVIIIe siècle. Ou de la rocaille. Il s'agit d'un nouveau mouvement artistique auquel on doit ce salon élégant. Boucher se fait plaisir à représenter très précisément les formes en arabesque et leurs lignes courbées. En fait, Boucher, en plus de son activité de peintre, il était aussi décorateur et il donnait des modèles pour la fabrication d'objets d'art et du coup, il s'est un peu fait plaisir dans ce tableau. Mais vu le luxe, je pense qu'on est chez les aristocrates. Perdu, notre famille est bourgeoise, mais elle montre sa richesse en reprenant les modèles de l'aristocratie avec ce décor luxueux et à la mode, mais c'est quand même moins ostentatoire et grandiose. Ouais, enfin, ils peuvent sans problème rivaliser avec les aristocrates. Justement, Boucher nous montre ici la bourgeoisie du XVIIIe siècle, enrichie grâce au commerce, mais qui revendique aussi sa culture. Elle est devenue une nouvelle élite fortunée et intellectuelle. Attends, tu veux parler du commerce international ? Parce que les biens, ils ont toujours circulé dans le monde entier, c'est pas nouveau. Oui, mais au XVIIIe siècle, cela devient courant. Ainsi, en France, on assiste à une véritable vogue de l'exotisme et notre famille n'y échappe pas. Cette table volante, facile à déplacer, est en lac, un savoir-faire ignoré en Europe. La table est donc directement importée de Chine. C'est aussi le cas du magot, ce petit personnage assis en tailleur, ou de cette luxueuse porcelaine qui coûte très cher. D'ailleurs, ils sont en train de boire du thé, non ? Et non, regarde mieux, la théière est sur l'étagère. Il s'agit bien d'une boisson chaude, mais on ne sait pas exactement laquelle. Au vu de la vaisselle utilisée, c'est soit du café, soit du chocolat. Dans les deux cas, ça reste un produit de luxe. L'homme qui tient la cafetière ou la chocolatière en argent n'est pas le père de famille, mais un garçon limonadier. Son métier, c'est de venir chez les gens pour s'occuper du service de ces boissons. Et évidemment, ce n'est pas gratuit. J'aimerais bien en avoir un sous la main. Enfin Clio, encore une fois, c'est pas nouveau. Dans mes souvenirs, on consomme du café et du chocolat depuis au moins le XVIIe siècle. Comme le sucre qui est connu depuis le Moyen-Âge et qui venait d'Orient. Pourtant, ces produits sont de plus en plus faciles à se procurer. Ils apparaissent sur les tables domestiques au XVIIIe siècle. En fait, c'est lié à ce commerce mondialisé dont tu parlais tout à l'heure. Enfin, appelons les choses par leur nom, c'est le commerce triangulaire, qui repose sur la vente d'esclaves africains en Amérique par les Européens.
Une grande part de la richesse des familles de la bourgeoisie française repose en effet sur cette traite triangulaire qui provoque des changements économiques à grande échelle. Le chocolat vient d'Amérique, le sucre des plantations des Antilles où travaillent des esclaves. Avec la vente d'esclaves en Amérique et leur travail forcé, le sucre et le chocolat vont finir sur les tables européennes. La preuve, c'est qu'on voit apparaître de nouveaux types d'objets sur ces tables, comme le sucrier. La consommation du sucre est indissociable de celle du café, dont Clio parlait tout à l'heure. Le café, lui, il était déjà à la mode, mais je pense que Clio, tu vas nous dire qu'il entre dans les mœurs à partir du XVIIIe siècle. Tu lis dans mes pensées. En effet, le café change peu à peu les habitudes. Il répand non seulement l'usage du sucre, mais aussi du lait. À vrai dire, le succès du café en France dépasse largement celui du chocolat. Il sort du cadre familial pour être consommé dans de nouveaux établissements, dont l'un des plus anciens est celui de Francesco Procopio. Ce café est un lieu de sociabilité où l'on peut lire, discuter, se tenir informé, consommer des gâteaux, bref, un lieu plus calme que le cabaret. C'est là que se réunissent les philosophes des Lumières, les écrivains et les révolutionnaires américains. On compte environ 3000 cafés à Paris à la fin du siècle. Le triomphe de cette boisson est sans équivalent en Europe. Les Français sont largement les plus gros consommateurs. Tant et si bien qu'à l'inverse du thé et du chocolat, le café traverse rapidement toutes les couches de la société. Oui, bon, on va revenir à notre tableau, on est quand même loin des cafés, et d'ailleurs, tu l'as dit Clio, on est là dans une scène intime. Et hop, nouvelle révolution du XVIIIe siècle après la nouvelle bourgeoisie et ses habitudes alimentaires. Pardon ? Eh bien, tu as raison, on est dans une tranche de vie quotidienne, un moment simple de bonheur partagé dans cette famille. On a même l'impression de déranger. L'enfant semble nous avoir surpris en train de les observer en douce. La femme à droite est toujours en déshabillé et porte son bonnet, preuve que son perruquier n'est pas encore passé. Elle n'est pas prête à recevoir qui que ce soit. En fait, le XVIIIe siècle est le siècle de naissance de cette intimité familiale. Le plan des maisons se modifie, il y a une spécialisation des pièces qui deviennent plus petites. Les premières salles de bain naissent et les cloisons se multiplient. Représenter une famille dans son intimité, ce n'était pas envisageable un siècle auparavant. D'ailleurs, ces scènes de genre, soit les représentations de scènes anecdotiques dans le jargon des historiens d'art, connaissent un succès énorme au XVIIIe siècle. Elles envahissent les murs des plus riches, et ça au détriment du genre de peinture considéré comme le plus prestigieux à l'époque, les scènes d'histoire. Ça montre le goût de l'époque. D'ailleurs, Clélia, la scène du déjeuner paraît si réaliste que certains pensent que Boucher a représenté sa propre famille. D'un côté son épouse et sa fille aînée, et de l'autre sa sœur avec son jeune fils. Et oui, avant le 19e siècle, les petits garçons portent des robes jusqu'à leurs 7 ans. Leur échange de regards rend la scène vivante. Toute cette toile repose sur les relations entre les personnages. J'ai l'impression qu'en fait, c'est pas le café ou le chocolat qui est au centre du tableau, mais ce sont bien les enfants. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, les deux femmes sont tournées vers eux. Oui, et ce n'est pas un hasard. L'enfant gagne une nouvelle place au sein de la famille au XVIIIe siècle, et ce tableau s'en fait la traduction. Avant, et surtout dans les familles riches, il était confié à une nourrice et ses parents ne s'en occupaient pas. Désormais, on s'intéresse davantage à lui, on le gâte, on joue avec lui, et les traités d'éducation se multiplient. Dont le plus célèbre est celui de Rousseau, Émile ou de l'éducation, qui a été écrit en 1762. Même si, attention, la pratique de la nourrice ne disparaît pas complètement. Chez Boucher, on est encore au début de ce changement, car les enfants restent spectateurs du monde des adultes, mais ils partagent leur intimité ainsi qu'une certaine tendresse. Par la suite, les tableaux deviendront de plus en plus sentimentaux. Dans ces traités d'éducation du XVIIIe siècle, on apprend notamment qu'il faut laisser les enfants bouger et s'amuser. Oui, on a longtemps cru que le jeu était une perte de temps. Ici, la petite fille y est encouragée. Elle porte un boudin sur la tête pour la protéger des éventuels chocs en cas de chute. Et elle tient dans ses mains une poupée habillée comme elle et un cheval à roulettes. Et si je me trompe pas, c'est un témoignage qui est quand même assez exceptionnel, parce qu'on a conservé très peu de jouets du passé. Oui, pourtant on se doute bien qu'ils existent depuis toujours, mais ce qui change avec le XVIIIe siècle, c'est que les familles riches commencent à les acheter en boutique. Il y a désormais des professionnels qui conçoivent des objets spécialement pour les enfants. Les poupées elles-mêmes sont de plus en plus luxueuses. De véritables modistes, couturières et coiffeurs participent à leur fabrication. En gros, on s'inquiète désormais de rendre son enfant heureux. Tu vois, j'avais raison, c'est trop mignon. Bon, après, quand on étudie un tableau, c'est vrai qu'il faut pas non plus prendre tout pour argent comptant. Il s'agit d'une représentation de convention d'une famille idéale du XVIIIe siècle. Boucher montre ce que les spectateurs s'attendent à voir.
Malgré tout, ce tableau, c'est quand même un témoignage important de l'évolution de la société et des goûts dans la France du XVIIIe siècle, que ce soit des nouvelles pratiques alimentaires, mais aussi la naissance de l'intimité et bien sûr le statut des enfants. D'ailleurs, Boucher n'est pas le seul à représenter ce genre de scène, mais le peintre Chardin, par exemple, y met plus de gravité et s'intéresse à des familles moins aisées. Grâce à ce tableau, entre autres, Boucher est considéré un peu comme le peintre de l'esprit du XVIIIe siècle, qui est une période qui a vu naître des bouleversements dont nous sommes toujours les héritiers. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. On vous rappelle qu'on a lancé une foire aux questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo. Sauf si j'ai supprimé l'application avant. On verra. Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. C'est nos vidéos. Tu peux aussi me suivre, enfin nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et puis surtout, si tu as des questions ou des idées de vidéos, mets en commentaire, je te répondrai personnellement, c'est promis.